Bonsoir, merci beaucoup d'être là parmi nous ce soir aussi nombreux. Et donc je suis Sylvain Gillard, président de l'ESPCI Alumni, l'association des diplômés de l'ESPCI, qui organise cette conférence, keynote et table ronde en partenariat avec l'ESPCI et avec l'incubateur PCOP de l'ESPCI. Et je vais donner la parole tout à l'heure à Mathilde Ruby de l'incubateur. Je voudrais bien évidemment remercier toute l'équipe entrepreneuriat, tous ceux qui ont travaillé à organiser cette soirée avec une thématique qui est centrale à, bien sûr, l'ESPCI et les alumni ESPCI, puisque chaque année, les alumni de l'ESPCI créent au moins 10 entreprises. Et bien sûr, notre formation d'ingénieur est absolument clé pour cela, et en particulier aussi l'aspect scientifique de notre formation d'ingénieur. Et donc l'équipe entrepreneuriale, l'équipe d'appui entrepreneuriat, a lancé ces cycles de conférences. Il y en aura encore un le 24 novembre d'ailleurs. Vous allez pouvoir retrouver ça sur nos Linktree, tous nos événements sur nos Linktree. Donc le 24 novembre, comment obtenir ses premiers fonds pour lancer sa start-up. L'équipe entrepreneuriat, c'est d'abord le responsable du domaine d'activité emploi et carrière, Jean-Yves Moïse, de la 104e, qui n'est pas là encore, mais qui va arriver très rapidement. Et je voudrais remercier Jean-Baptiste Dupin, 129, qui est membre du conseil d'administration. Parmi les organisateurs, Guillaume, bien sûr, Guillaume Berthelot, qui est 121e, et qui est founder de Deep Tech. Voilà, tu te présenteras certainement mieux que moi. Et je voudrais remercier surtout les intervenants, et c'est vraiment toujours un plaisir quand on sollicite les alumni pour intervenir, les alumni et les chercheurs de l'école aussi, pour intervenir dans ces soirées, parce qu'on a une réponse positive et rapide, et vraiment avec un grand enthousiasme. Donc merci à Geoffroy Le Roset, fondateur et PDG de Greener Wave. Je ne sais pas si Brigitte est parmi nous. Elle est là. Brigitte est parmi nous. Voilà. Brigitte, alors, Geoffroy est 118. Brigitte, tu es 106. Voilà. Brigitte m'a intégré. Parce que je suis 107. Brigitte est donc PDG et fondatrice de Pionic Technologies. Et Guillaume, j'ai vu Guillaume tout à l'heure. Donc Guillaume Ginès, qui est chercheur à l'école et qui est fondateur et conseiller scientifique de Métis DX. On dit comme ça, Métis DX, hein? Ouais, DX. Voilà. Et donc, j'oublie le quatrième. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Non. Voilà. Et oui, Jean-Christophe Berthelot, mais je crois qu'il n'est pas là ce soir, il est peut-être en visio. D'accord. Si vous voulez le lien visio, Théo, là. Vous voulez où Théo? Lève la main, Théo. Voilà, donc vous pouvez vous adresser à Théo. Il y a effectivement un petit lien Zoom pour suivre à distance, si vous voulez. Merci beaucoup, et je vous donne la parole donc à Mathilde Ruby de l'incubateur. Merci Sylvain. Juste un petit message à propos de l'incubateur. Donc déjà, ça fait très plaisir de vous voir tous ici présents. C'est vraiment une marque qui montre que l'entrepreneuriat et la recherche sont deux phénomènes qui peuvent vraiment s'entrecroiser. Donc un petit mot sur l'incubateur PCOP. Donc c'est vrai que le SPCI a 140 ans de recherche et d'innovation. Et donc depuis 10 ans, tout ça a été formalisé avec un incubateur de start-up qui accompagne les start-up de l'ESPCI et des laboratoires à côté, tels que chimie, ENS et autres. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner de l'antécréation à la phase d'amorçage, c'est-à-dire pendant les 2 premières années de vos startups, où il y a une petite horloge qui tourne pour décrocher des financements et prouver que votre techno marche. Et enfin, depuis récemment l'année dernière, un programme de pré-industrialisation avec l'accompagnement de mentors pour vous accompagner là-dedans. Donc merci beaucoup à l'ESPCI Alumni d'organiser ces rencontres, et je rends la parole à Sylvain Guillaume. Merci beaucoup. Peut-être ici, je ne sais pas si ces micros-là marchent. Oui. Alors l'idée, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet avec nos entrepreneurs, nos chercheurs devenus entrepreneurs qui sont avec nous,
je voulais revenir un tout petit peu sur les liens qu'on pouvait tisser entre la recherche, pas forcément les liens technologiques, mais plutôt des liens sur les êtres humains. Parce que c'est des êtres humains qui font la recherche, c'est des êtres humains qui feront les entreprises. Et je voulais voir un petit peu si on pouvait tirer des points communs entre les chercheurs et les entrepreneurs. Pour ça, en quelques mots, c'est pas vraiment les chiffres qui sont importants, mais ça fait depuis 2018 que moi j'accompagne des chercheurs qui transitionnent de leur laboratoire, qui veulent faire sortir leur invention de leur laboratoire pour aller vers l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi j'ai pu personnellement coacher un peu plus, je pense, presque 150 projets dans la deep tech, donc à chaque fois avec de la techno de rupture. Donc c'est un peu sur cette expérience-là qu'on s'appuie pour avancer dans ces liens, et un peu de ce que m'ont appris tous ces chercheurs qui sont devenus des entrepreneurs pour beaucoup à succès, ce qui m'ont appris moi aussi à leur contact. Et en fait, pour commencer, j'avais une petite série de questions pour vous. Parmi vous, on va commencer par une hypothèse. Je vais faire l'hypothèse que tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde a un smartphone. Parmi vous, qui choisit son téléphone en partie à cause des qualités de l'appareil photo? Ok, gardez la main en l'air. Parmi ces gens-là, qui est capable de m'expliquer comment est-ce qu'on transforme un signal de photon en un signal d'électron? Quelle est la différence entre un capteur CCD ou un capteur CMOS? Et comment est-ce qu'on intègre ça dans ensuite une suite de mémoire? Plus grand monde. Et pourtant... non mais pourtant, vous achetez des téléphones et pourtant vous regardez les caractéristiques de l'appareil photo. Pourtant, vous vous posez cette question. Qu'est-ce que je veux dire derrière tout ça? C'est que finalement, que ce soit un procédé physico-chimique, que ce soit un procédé électronique ou que ce soit un petit démon qui peigne très très vite, pour l'utilisateur, pour vous en tant qu'utilisateur, et même en tant qu'utilisateur un peu technophile, j'imagine si vous êtes ici, mais la technologie, elle n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance à la fin, c'est la photo que vous avez. Et ça, c'est un premier constat quand on se pose la question sur les liens entre la recherche et l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a un premier horizon qu'il faut dépasser, c'est que finalement, la technologie, les moyens technologiques qu'on utilise, ça n'intéresse pas grand monde. Ça intéresse quelques équipes techniques, mais ça va pas, c'est pas ça qui fait une entreprise. C'est pas ça qui fait que vous allez choisir ce téléphone-là plutôt que celui-là. Parce qu'au final, on sait pas comment ça marche. Et c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de faire des choix. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les chercheurs? Est-ce que ça veut dire que notre chercheur, finalement, il peut contribuer à une start-up, mais il va être confiné au laboratoire? Est-ce que ça veut dire que notre chercheur, il est là juste pour développer une technologie qui n'intéressera personne en dehors des gens de son entreprise? Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, et j'ai quelques bonnes raisons de penser qu'on peut aller plus loin que juste considérer le chercheur comme juste un pourvoyeur de technologie, et qu'on peut avec les chercheurs, créer des choses qui vont un peu plus loin que ça. Pour ça, moi j'ai 4 raisons que je voulais vous expliquer ici. 4 raisons qui font que je pense que les chercheurs peuvent avoir un rôle majeur dans énormément de startups. La première, c'est une sorte de raison un peu étymologique, ou en tout cas, si on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un chercheur et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, on va voir qu'il y a des notions qui sont communes aux deux et qui sont hyper importantes. Cette notion, c'est la notion d'incertitude et d'inconnu.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le rôle d'un chercheur? Le rôle d'un chercheur, c'est d'aller un peu titiller l'inconnu pour essayer de l'expliquer, pour essayer de donner un peu de sens à de la donnée qu'on peut avoir et qu'on ne connaît pas. C'est d'aller identifier les manquements dans notre corpus de savoir pour pouvoir aller proposer quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un investisseur, qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va aller trouver là aussi ses manques, cet inconnu, dans les solutions, dans les problèmes que vont avoir certaines personnes. Et c'est quelqu'un qui va se confronter sans cesse à l'incertitude pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, pas un nouveau savoir en général, même si ça peut être utile sur le chemin, mais de nouvelles solutions. Avec une incertitude commune qui rejoindra dans la salle tous les gens qui sont soit dans la recherche, soit dans l'entrepreneuriat, une incertitude financière, qui font que trouver des fonds, qu'on fasse une start-up ou qu'on fasse de la recherche, c'est pas facile. Donc ça, c'est ma première raison. Ma première raison, elle est vraiment autour de la définition. Ma deuxième raison, elle vient d'un constat qui est comment on devient entrepreneur et comment on devient chercheur. Et derrière tout ça, l'importance de l'expérience. Parce que moi, mon métier, c'est de faire de la formation à l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il faut être très clair, c'est qu'il n'y a pas de diplôme d'entrepreneur. Si quelqu'un essaie de vous vendre un diplôme d'entrepreneur, c'est qu'il essaye sûrement de vous arnaquer. Ou alors, que c'est un grand philanthrope qui a trouvé un moyen de créer des boîtes à succès, mais qui ne le fait pas lui-même. En revanche, on devient entrepreneur par l'expérience. C'est la phrase, parce qu'on veut toujours essayer d'avoir l'air intelligent, et le latin, ça marche bien pour ça. C'est une phrase de Jules César qui dit que l'expérience est le meilleur des enseignants. On devient entrepreneur quand on a entrepris. Et je pense que vous pourrez poser la question au cours de la table ronde. C'est vraiment comme ça qu'on devient un entrepreneur. C'est en passant par les étapes, en faisant les choses, en allant se confronter au financement, aux clients, aux fournisseurs, à sa propre équipe. On devient entrepreneur en entreprenant, en faisant les choses. Mais si on prend un peu de recul, il y a d'autres activités qui s'apprennent par l'expérience. Et moi, ce que je pense, c'est que la recherche, c'est aussi quelque chose qui s'apprend par expérience. Certes, je disais qu'il n'y a pas de diplôme d'entrepreneur, il y a un diplôme de chercheur, qui est le doctorat, mais le doctorat, c'est pas un diplôme qu'on va obtenir avec juste un corpus de connaissances. On devient docteur quand on a démontré qu'on savait faire des recherches, on savait conduire des recherches. Et et de la même façon, on devient docteur en cassant des choses. On devient docteur en se trompant, en faisant des erreurs. On devient docteur en allant chercher des informations là où elles ne sont pas forcément évidentes. Que ce soit des informations théoriques, mais des informations pratiques, en s'appuyant sur un écosystème. On devient docteur, on devient chercheur en prenant de l'autonomie, en prenant la direction un petit peu de son projet. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que dans un monde où on veut devenir entrepreneur, je pense que les chercheurs ont un avantage, parce qu'ils ont déjà fait ce chemin. Ils ont déjà fait le chemin de se confronter à quelque chose de nouveau, et à devoir le faire par l'expérience, et pas simplement en acquérant des solutions, en acquérant du savoir et des compétences abstraites. Donc c'est beaucoup d'expérience, et c'est beaucoup on se prend par la main, on y va. Et en fait, si on regarde même encore plus loin, on peut se dire que quand on fait un doctorat, quand on fait sa thèse, on s'appuie sur un écosystème. Et de la même façon, quand on va au départ se lancer dans la création d'entreprise, on va aussi s'appuyer sur un écosystème. Et ces écosystèmes, ils vont avoir pas mal de points communs. Parce que un jeune chercheur, il va s'appuyer sur un ou des directeurs de thèse.
comme un jeune entrepreneur, il va aller chercher, en tout cas c'est ce qu'on recommande toujours très fortement, il va aller chercher des mentors, il va aller chercher des gens qui sont déjà passés par là, qui vont pouvoir lui expliquer, le débloquer quand ça ne va pas. De la même façon, un doctorat, ça se fait généralement au sein d'un laboratoire, avec d'autres gens qui sont en train de faire la même chose, qui sont aussi en train d'apprendre, mais qui sont aussi qui ont déjà fait une partie du boulot, qui sont déjà des chercheurs permanents, des post-docs. Et je pense que quand on est un jeune entrepreneur qui est dans son cheminement, dans son apprentissage, il faut essayer de se recréer son petit laboratoire. Il faut se recréer son laboratoire où on va s'entourer de gens qui sont en train d'entreprendre en même temps que nous, qui sont en train de se faire les dents aussi et de partager les mêmes problèmes, mais aussi de gens qui sont un petit peu plus avancés. Plus tard, de gens qui sont peut-être un petit peu moins avancés. Mais cet écosystème, je pense qu'on peut tirer beaucoup de parallèles. Et il faut aussi dire que quand on fait un doctorat, on n'est pas tout seul. On a une institution au-dessus de nous, qui est représentée souvent par l'école doctorale, mais aussi par des associations de jeunes docteurs, par des institutions, des universités, qui vont aider dans ce process-là, qui vont encadrer ce process-là. Quand on est dans le début de son apprentissage de l'entrepreneuriat, de la même façon, on va se retrouver avec des écosystèmes qui soient publics ou privés, mais qui vont être là pour vous aider. Ça va être je pense que les gens qui ont créé leur entreprise sauront que BPI France, c'est un partenaire qui aide non seulement financièrement, mais aussi par pas mal d'autres aspects. On peut s'appuyer sur son écosystème local. On parlait de PCE, de l'ESPCI, du PUI dans lesquels elle va s'inscrire. Donc tout ça, en fait, finalement, c'est des écosystèmes qui sont, quand on se pose vraiment la question, qui sont très très proches. Donc ma deuxième raison, c'est que je pense que les chercheurs peuvent avoir une vraie épingle à tirer dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont déjà fait cet effort intellectuel une première fois, et que donc le refaire une deuxième fois, c'est quelque chose qu'ils savent déjà faire. Ma troisième raison, c'est une question de méthode, c'est une question d'approche. Pour ça, je vais prendre 2 minutes rapidement pour vous expliquer ma vision de comment est-ce qu'on met un projet sur le marché. Comment est-ce qu'on met un produit sur le marché? On commence par je suis désolé, il y a des petits décalages sur le texte, mais ça reste lisible. On commence par la rencontre d'une solution et d'un problème. On commence soit par le problème, quand on est un puriste de l'entrepreneuriat. Quand on vient de la recherche, généralement on commence par la solution, et puis on va aller essayer de trouver le problème qui lui correspond. Et une fois qu'on a commencé à faire ce premier pas de se dire ouais, il y a des gens qui ont un problème, moi j'ai peut-être un moyen de les aider, et ben on va transformer ça, et on va transformer ça en un premier business plan. On va se dire, ok, comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème d'une façon qui va me permettre de gagner suffisamment d'argent, de mettre en place ce que je veux mettre en place, de qui j'ai besoin, et donc on va commencer à structurer ça. Une fois qu'on a ce business plan, ça va nous permettre de dégager une première idée sur un prototype, ou sur un premier produit. Comment est-ce que, physiquement, on transforme ce business plan en une activité? Et finalement, une fois qu'on a fait ce premier prototype, ce premier produit, on va l'industrialiser, on va répéter l'effort, avant on est passé de 0 à 1, là on va passer de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000, industrialiser les choses en étant le plus efficace possible, et donc en se posant la question à chaque fois de comment est-ce que j'améliore l'industrialisation. Derrière tout ça, il y a 2 notions qui sont importantes. Est-ce que vous voyez lesquelles? L'itération, effectivement. Vous voyez, j'ai représenté ça comme des cercles qui s'imbriquent les uns dans les autres.
C'est-à-dire que parfois, la science ne marche pas très bien et le produit qu'on voulait faire, il ne correspond pas à la valeur qu'on voulait apporter. Et donc il faut revenir en arrière. Et on va avoir ces retours en arrière qui existent. Ça, c'était le point facile, parce qu'il y a des gros cercles. Il y a un autre point qui est un petit peu plus subtil. Pardon ? Alors la compétition, elle est là de façon implicite. Oui ? Les transitions d'un cercle à un autre. Alors il y a des transitions d'un cercle à un autre, mais c'est pas ça le point important. Oui ? Alors la scalabilité, c'est derrière, c'est plutôt en tâche de fond. Oui ? Alors l'équipe, ça va être hyper important. Mais sur ce point-là, ce que je voulais qu'on réalise ensemble, c'est que même si j'ai mis des mots différents qui correspondent au vocabulaire technique de chacune des méthodes un peu archétypales, derrière, en fait, c'est toujours la même chose. Je fais des hypothèses, je vais trouver un moyen de tester ces hypothèses, et ensuite, j'adapte mon modèle aux résultats de mes tests. Et ça, on appelle ça ? Comment on appelle ça ? La science, c'est la méthode scientifique. En fait, moi, je suis vraiment persuadé que mettre un produit sur le marché, c'est la méthode scientifique. Que, finalement, mettre un produit sur le marché, si on veut être un puriste, c'est tester toutes les hypothèses de son business model en même temps. Alors il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément une bonne idée de tout tester en même temps, hein. On va décortiquer ça et tout ça, mais je pense qu'au cœur de la conception, de la mise sur le marché d'un produit, il y a cette méthode scientifique. Il y a ce fait d'aller faire des hypothèses et de construire des expériences qui ne sont pas forcément des expériences techniques, mais de construire des expériences qui vont permettre de s'améliorer. Et ça, c'est vraiment la compétence cœur d'un chercheur. Donc, on ne va pas s'étendre sur les expériences. On va aller aux points qui sont importants. La quatrième raison qui est beaucoup plus empirique. Pourquoi est-ce que je pense que les chercheurs peuvent faire de très bons entrepreneurs ? En fait, simplement parce que j'ai eu la chance de les rencontrer. Parce qu'en fait, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples et je pense que le premier message avant, c'est de dire que parfois ça ne marche pas. Tous les chercheurs ne deviendront pas de très bons entrepreneurs et c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'on a fait l'effort d'essayer de comprendre, on peut comprendre aussi pourquoi ça ne marche pas, on peut s'entourer des bonnes personnes, on peut aller chercher les personnes complémentaires, on peut comprendre pourquoi son projet ne va pas dans la bonne direction. Mais quand on regarde autour de nous, on va avoir plein de gens avec qui on a travaillé et on a plein de chercheurs en fait, qui nous montrent que c'est possible. Et dans le monde de la deep tech, moi je peux vous dire que sur les 20 boîtes qu'on a accompagnées qui ont levé le plus d'argent, donc je crois que c'est 20 boîtes qui ont dû lever plus de 6 ou 7 millions d'euros, sur ces 20 boîtes, il y en a 15 qui sont dirigées, si ce n'est par quelqu'un qui a fait vraiment de la recherche sur le sujet, au moins par un profil qui est très technique avec un doctorat. Donc en fait, ça existe. Les chercheurs entrepreneurs, ils sont là, ils sont autour de nous, et ils vont venir témoigner pour continuer à approfondir le sujet. Et je vous propose de passer à la table ronde. On va remettre les noms on va remettre les noms de tout le monde, mais peut-être qu'on peut commencer par quelque chose de très simple. C'est peut-être juste vous présenter en quelques mots, dire qui vous êtes et ce que fait la société que vous avez créée. Commence par ça.
Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Brigitte Léridon, donc, ancienne élève de l'ESPCI. Donc, j'ai fait ma thèse à l'école normale. Et ensuite, j'ai travaillé 1 an comme ATR à Sorbonne Université. Et ensuite, je suis entrée au CNRS. Et j'ai travaillé pendant plus de 25 ans au CNRS avant de fonder Pionic. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce parcours un peu spécial, d'avoir vraiment une carrière en recherche et ensuite de partir vers l'entrepreneuriat en prenant la tête d'une société. Voilà. Et je vous dirai aussi ce que fait Pionic tout à l'heure. Je vous le dis maintenant. Donc, chez Pionic, en fait, on développe des batteries à état solide, donc tout solide, sans liquide et sans matériaux critiques. Donc, sans lithium en particulier. Et je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. Bonsoir, donc moi Geoffroy Le Rosé, je suis 118e SPCI et j'ai fait un peu moins de recherche académique, Brigitte, mais j'ai passé quand même une quinzaine d'années entre ma thèse avec Mathias Fink, un petit postdoc aux US et puis une dizaine d'années en gros en tant que chargé de recherche CNRS. J'ai fondé une société en fin 2015 que j'ai d'abord pas accompagné à plein temps. Et c'était une grosse erreur, donc j'y suis allé à plein temps ensuite en 2018. Et depuis 2018, je me consacre pleinement à Greener Wave, avec des phases où j'en ai été le président, où j'en ai pas été le président. Bref, là j'en suis le PDG. Et qu'est-ce qu'on fait chez Greener Wave? On fait une nouvelle génération d'antennes en configuration électronique. Notamment pour pouvoir se connecter à des satellites qui sont très loin, qui vont très vite dans le ciel. Voilà. Donc, bonsoir, je m'appelle Guillaume Ginès, je suis chargé de recherche au CNRS depuis plus de 5 ans, ça fera 5 ans demain, au laboratoire Gulliver à l'ESPCI. Avant ça, moi, je suis un pur produit de la fac, j'ai fait ma fac à l'université de Grenoble, j'ai fait ma thèse au CEA de Grenoble, et ensuite j'ai fait un premier postdoc au Japon, dans un laboratoire qui commençait un peu à travailler sur ces thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de faire un deuxième postdoctorat financé par l'université PSL qui s'appelait Postdoctorat Innovation, où on a commencé un peu à maturer ces technologies qu'on avait commencé à développer. Entre-temps, je suis rentré au CNRS, donc pour moi, l'histoire était quasi finie parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, on a créé Métis Diagnostic dans l'intervalle également, qui vise à développer des tests diagnostiques pour le suivi des patients atteints de cancer par des biopsies liquides. Une simple prise de sang pour faire du suivi, pas pour faire de la détection, mais vraiment pour faire du suivi de la rémission des patients et de l'efficacité des traitements, etc. Et du coup, vous avez créé des sociétés qui se basent sur des technologies qui ont été d'abord développées dans le cadre de vos recherches. Qu'est-ce qui vous a fait dire, d'abord, avant de parler de création d'entreprise, mais d'un point de vue juste technologique, résultat, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait dire, là j'ai quelque chose, là c'est un peu différent de ce que j'ai fait avant? Moi, je peux y aller. J'allais te dire, je suis un peu mesquin, mais j'allais te dire attends 10 ans. Oui. Alors nous, on est issu d'un laboratoire qui est très très orienté applicatif startup. En fait, c'était vraiment un état d'esprit au LOA d'abord, ensuite à l'Institut Langevin, mené par Mathias, qui a participé ou a encouragé à la création je pense, je ne sais même pas combien ils en sont à l'heure actuelle à Langevin, mais ça doit être 25 boîtes qui sont sorties de l'Institut, dont certaines qui ont très bien marché, et d'autres qui ont eu des problèmes, mais voilà, c'est un super vivier d'entrepreneurs. Et alors, la méthode, selon moi, a toujours été la mauvaise jusqu'à très récemment. C'est-à-dire partir du principe qu'on a une techno et donc qu'on a un produit. Mais voilà, moi c'était plus en fait l'idée de se dire on a un truc révolutionnaire scientifique, donc c'est forcément un produit. Et ça c'est une grosse erreur, mais en même temps avec quelques pivots et un peu de persévérance, ça finit par être vrai. C'est plutôt ça. Moi, alors du coup, en fait, ce sur quoi travaille Pionic, c'est pas du tout ce sur quoi je travaillais au CNRS, en fait. Donc vraiment, Pionic est né d'une découverte par hasard. Donc moi, je travaillais sur ce qu'on appelle les matériaux quantiques et plus spécifiquement sur les supraconducteurs. Donc je cherchais à comprendre la supraconductivité de manière très fondamentale
Et aussi, j'explorais des nouvelles phases de matériaux, des nouveaux matériaux, pour essayer d'induire de la supraconductivité dans ces matériaux. Et c'est en travaillant sur une nouvelle phase de matériaux, donc vraiment cristallins, solides, des oxydes de titane et d'alcalin, que alors, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout supraconducteur, mais en revanche, je me suis aperçue que nos matériaux, qu'on avait mesurés électriquement, nous restituaient du courant alors qu'ils n'étaient plus polarisés. Donc j'ai compris que le matériau stockait des quantités de courant très importantes, de charges très importantes. Donc c'était une curiosité, mais j'avais envie quand même de comprendre un peu plus comment ces matériaux en fait fonctionnaient. Donc j'ai lancé une première thèse, et à l'issue de cette thèse, on a déposé un premier brevet. On a compris donc que c'était intéressant de faire du stockage d'énergie. Et puis ensuite, les travaux ont continué de manière fondamentale. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu un télescopage entre des convictions personnelles et cette découverte un peu par hasard qui avait été suivie de beaucoup d'études scientifiques. Je suis quelqu'un qui est très préoccupé par la question de la transition énergétique et par le fait qu'il faut absolument changer nos modes de production, en particulier décarboner notre énergie. Et je suis aussi consciente du fait qu'on ne pourra pas le faire avec des technologies trop gourmandes en matériaux critiques et qu'il faut essayer de trouver des technologies qui utilisent des matériaux plus abondants, moins toxiques, moins critiques, etc. Et là, j'étais devant la possibilité de créer un supercondensateur ou une batterie avec des matériaux abondants. Et il y a eu, à un moment, je me suis dit, en fait, il faut que j'y aille, parce que sinon, le brevet, il va dormir dans un tiroir, et il va jamais voir le jour. Et puis, au début, je cherchais quelqu'un pour diriger la start-up, et puis, en fait, finalement, l'écosystème m'a convaincu de le faire. Et voilà, et aujourd'hui, donc, du coup, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, il y a eu un déclic scientifique, mais il y a eu aussi un déclic personnel lié à un faisceau d'éléments qui m'ont conduite à ça. Ouais, donc dans mon cas, il n'y a pas eu de déclic. Vraiment, ça a été plutôt un cheminement assez linéaire, naturel presque, et chaotique vers la fin. Donc, si je résume un petit peu le parcours, j'ai commencé mon postdoc en 2014 avec Yannick Rondelez, qui est aussi un chercheur d'Hubert. Il était à cette époque à l'université de Tokyo. Et mon sujet de l'époque était ultra fondamental, en 2 secondes. On avait des particules, microparticules, on mettait de l'ADN dessus et on regardait comment elles communiquaient entre elles en s'échangeant de l'ADN. Tout ça, c'était très fondamental et assez barré, c'était un peu micro-communautaire comme système. Et au bout de 2 ans, en fait, on avait commencé à développer un circuit qu'on appelle un circuit bistable. Donc c'est un circuit moléculaire qui peut switcher on, qui peut s'allumer, qui peut amplifier une molécule d'ADN uniquement s'il est stimulé au-dessus d'un certain seuil avec une autre molécule d'ADN. Et en fait, quand on regarde en biologie, la bistabilité, c'est beaucoup utilisé dans les systèmes biologiques justement pour l'ultrasensibilité. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé à combiner ces 2 mots. Comment on peut avoir ce système bistable comme un interrupteur. Puis comment est-ce qu'on peut faire qu'il puisse détecter cette fois-ci des molécules de façon ultrasensible. Et c'est là un peu que l'aventure a commencé sur développer ces technologies qui étaient à la base très fondamentales, qui n'avaient pas vraiment vocation à être valorisées, pour faire une technologie qui a un potentiel de valorisation en diagnostic. On a déposé 2 brevets, j'ai eu ce postdoc innovation dont je peux vous parler tout à l'heure pour continuer de développer la technologie. Je me pressentais un petit peu CEO, CTO de cette pseudo-société qui n'existait pas encore parce que je n'avais pas d'avenir académique encore à l'époque. Et donc, ce qui nous a un peu arrêtés, c'est pour ça que je dis que c'est chaotique, c'est qu'on a mis en face cette technologie qui était très bien mais qui avait encore besoin de 5 belles années de maturation et beaucoup d'argent, versus le business qu'on adressait qui était finalement assez niche à l'époque. J'ai oublié de le préciser, mais on s'intéressait aux micro-ARN, c'est des petits ARN non codants qui sont utilisés dans le vivant, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui très développés pour la clinique. Donc le marché est petit, on a besoin de beaucoup d'argent, l'histoire elle s'arrête. Le business n'est pas viable, personne ne nous financera, donc on a arrêté là. On a discuté avec beaucoup de gens aussi, des startup studios, on a essayé de valoriser par différents biais, mais la conclusion c'était toujours la même, c'est besoin de trop d'argent pour un trop petit marché. Et puis en discutant avec des collègues de l'université Paris-Cité, eux ils développent des marqueurs, d'autres types de marqueurs qui ne sont pas des micro-ARN, ce sont des marqueurs d'ADN tumoral circulant. Et en fait, ils ont déjà des marqueurs qui sont assez matures, et ça c'est un marché qui est assez porteur pour le coup, les biopsies liquides, l'ADN tumoral circulant, pour suivre des cancers, c'est un gros marché, il y a un gros potentiel.
Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer quelque chose ensemble, où à la fois on va fournir notre technologie, on va l'adapter à vos marqueurs, et vous venez avec vos marqueurs qui sont évidemment brevetés. Et donc c'est comme ça qu'est venu, je l'ai fait très rapidement, ça a été un peu plus chaotique que ça, mais qu'est né un peu Métis Diagnostic. On est 4 cofondateurs, donc Yannick Randlez et moi-même sur le plan un peu technologique, un peu les geeks moléculaires, et puis Valérie Tally, que certains doivent connaître, et Pierre Laurent Puy, qui sont de l'Université Paris-Cité, qui développent ces biomarqueurs pour le suivi des cancers depuis presque 20 ans, je pense maintenant. Et du coup, créer une entreprise, c'est pas qu'une histoire de développement technologique et de développement de produits. On a eu un petit peu des premières évocations, mais votre place dans cette entreprise. Tu parlais de CEO, CTO, de comment je me positionne. Est-ce que ça a été simple ? Est-ce que ça a été constant ? Et comment est-ce que finalement vous avez découvert quelle est la place que vous voulez tenir aujourd'hui et pourquoi ? Je continue, je me suis avancé. La place, elle était... la question, elle est un peu à différentes échelles. Donc effectivement, quand j'ai commencé mon postdoc innovation, j'avais pas le CNRS, c'était un peu pas mon rêve, c'était vraiment mes aspirations à l'époque. Je savais que c'était aussi très difficile, donc je n'allais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, entre guillemets. Et donc c'est assez classique, pas classique, mais c'est pas rare de voir des chercheurs postdoc qui deviennent entrepreneurs, soit par choix, soit aussi un peu par dépit, parce que le CNRS n'a pas marché ou d'autres voies de sortie n'ont pas marché. Donc c'était un peu ma voie de sortie à moi. Et donc j'ai commencé à me former, donc j'ai fait une formation à HEC, j'ai fait la petite Tech Standards avec toi. Et c'était super intéressant, mais à l'issue de ces 2-3 ans de me passer des couches de vernis d'entrepreneuriat, ça me pénétrait pas vraiment. C'était vraiment du vernis. Pour moi, j'accumulais des connaissances, mais c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire, pour être tout à fait honnête. D'aller chercher des financements, d'aller pitcher des trucs en surjouant un petit peu. Non, c'était pas vraiment ce dont j'étais fait, ce que je voulais faire. Donc j'ai eu cette immense chance de pouvoir être recruté. Donc pour moi, ma réflexion elle s'est arrêtée là. Je la referai dans 5 ans. Et donc je suis très heureux. Donc c'est Valérie Tally qui a pris vraiment le lead au niveau scientifique de qui est une chercheuse, c'était une directrice de recherche CNRS, qui a pris le lead avec brio de cette entreprise. Donc moi je me trouve très bien à la place de conseiller scientifique. Le CTO il est hébergé chez nous, on a une thèse CIFRE et on développe la technologie, pas en sous-marin, mais vraiment en main en main avec la société. Donc vraiment sur le plan d'aspect technologique, et je laisse, je le dis de façon un peu brutale, c'est pas tout à fait vrai, mais l'aspect économique, l'aspect managérial de la société, l'aspect stratégique, de côté ceux qui savent faire. Et qui en ont aussi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que quand je suis passé justement de chercheur à entrepreneur, je me disais que j'en avais ras-le-bol des demandes de financement en répétition, des ERC, des ANR, des machins. J'en avais ras-le-bol de la course au big paper. Et en fait, j'ai retrouvé exactement la même chose dans l'entrepreneuriat, puisque tu as des demandes de financement, tu fais des pitchs donc, qui ressemblent un petit peu à tes conférences scientifiques. En fait, c'est assez similaire, je trouve. Mais voilà, moi, je pourrais en parler assez longtemps de comment je me suis retrouvé à la place où je suis. Nous, on a fait l'erreur au départ de fonder une société en étant 2 consultants. Donc, personne impliqué à plein temps, en laissant le projet sur une techno naissante, assez disruptive, enfin assez nouvelle, une nouvelle façon de contrôler les ondes électromagnétiques, etc., à quelqu'un qui comprenait rien à cette technologie. Donc il nous l'a foutu dans le mur en 2 ans globalement, avec 1,3 million ou 1,4 million qui sont passés en salaire mirobolant pour lui. Et donc après, c'était soit je reprenais la boîte, soit je essayais de faire quelque chose de cette boîte, soit j'en faisais rien. Il s'est trouvé que justement j'en avais un peu marre de la carrière académique pour les raisons que je viens d'évoquer, mais pas que. Je me disais que c'était pas mal de changer de voie. Après, je voulais pas du tout être le patron de la boîte. Je me disais non, je suis scientifique, moi mon rôle c'est CTO, je vais faire la science, puis je vais laisser faire les autres. Et je l'ai été parce qu'il a fallu que je la reprenne. Donc là, j'ai passé un petit bout, puis je me suis associé avec un ami. Qui lui avait fait de la strat, et donc du coup il a pris le rôle de CEO. Et en fait, il s'est avéré qu'avec les années ça se passait pas bien. Il n'avait pas d'adhésion de la part de mes collaborateurs qui étaient principalement des techs, des scientifiques au départ.
Et donc en fait, il a fallu que je reprenne la direction de la boîte. Je me suis rebattu encore pour reprendre la direction de la boîte. Et au bout d'un moment, mon frangin m'a dit, en fait, si ça tombe 2 fois dans tes mains, c'est peut-être qu'il faut garder la direction de la boîte. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, effectivement, pourquoi pas. En fait, on peut être scientifique, on peut être câblé plutôt tech et avoir ce qu'il faut pour diriger une boîte. Ça veut pas dire qu'il faut tout faire. Ça veut dire qu'il faut que ça plaise, parce que diriger une boîte, c'est diriger une équipe. Là, on a 120 personnes. Bon, bah, il faut motiver les gens, il faut leur filer de l'énergie, il faut leur montrer la voie où il faut aller. Et ça prend beaucoup d'énergie. En revanche, ça veut dire aussi qu'il faut s'appuyer sur les bonnes personnes, savoir s'entourer. Et je vous rassure, je touche toujours pas au fichier Excel pour faire des plans de financement de la société. Ça ne me plaît pas du tout. En revanche, je reste en proximité des équipes techniques parce que ça, j'aime bien. Oui, moi aussi, ça a été un cheminement, en fait, parce que, bon, déjà, il y a eu tout le temps de maturation, quand même, hein, de l'idée déjà de créer une société, avec qui, etc. À ce moment-là, il y avait, donc j'avais obtenu un financement, ce qu'on appelle des projets de maturation. Donc, ce sont des financements qui vous permettent, comme tu as vu aussi peut-être, qui nous permettent en fait de faire justement évoluer une technologie vers un produit, de commencer à se poser des questions un tout petit peu marché, etc. Et là, un de mes anciens étudiants qui avait travaillé sur ce matériau avec moi quelques années avant est revenu. Il avait eu une expérience en start-up. Et puis, un de mes anciens collègues qui avait aussi eu une expérience en start-up a rejoint le projet. Et on a réfléchi un peu à tous les trois, quel rôle pouvait avoir chacun, quelle place on pouvait trouver. Et puis ensuite, on a cofondé Pionic tous les trois. En fait, moi, j'étais dans l'idée que j'étais une chercheuse, qu'effectivement, j'étais pas faite pour les finances, ces choses-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est faux. Alors, je dis pas effectivement que tout chercheur peut être entrepreneur, mais surtout, je me suis rendu compte que j'avais des a priori que n'avait pas, par exemple, le monde des investisseurs. J'étais persuadée qu'un investisseur, il allait vouloir mettre quelqu'un qui sortait d'une école de commerce à la tête comme CEO, et puis moi, je reste CSO, CTO, etc. Et je sais que donc j'ai longtemps réfléchi, puis à un moment, donc j'étais en discussion avec un investisseur qui était intéressé par le projet, et cette discussion a duré longtemps, en même temps que la maturation, en même temps qu'on était notamment à Tech Campus. Et à un moment, je lui ai dit, en fait, j'ai pris la direction d'être CEO. Et il a dit, c'est la nouvelle que j'attendais. Et donc, j'étais très étonnée et j'ai dit, j'espère que je serai à la hauteur, j'arriverai. Il m'a dit, de toute façon, c'est moins difficile que la physique quantique. Donc, en fait, c'est quand même vrai. C'est-à-dire, alors, il faut quand même avoir un peu un goût, disons, il ne faut pas être très monotâche, parce que vous allez avoir l'œil sur tout. Quand vous êtes CEO, vous avez l'œil sur tout. Mais vous avez des gens plus compétents que vous pouvez consulter, comme des avocats, comme des comptables, comme des gens qui s'occupent de la partie financière. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'on a une vision à 180 degrés, mais en même temps, on discute avec des gens qui savent très bien faire ce qu'ils font. Donc il faut savoir très bien s'entourer, il faut savoir très bien déléguer, et moi je dirais surtout, il ne faut pas partir tout seul. Donc vraiment, je trouve la richesse de Pionic, c'est qu'on est 3 cofondateurs et qu'on discute énormément chaque décision, et ça c'est très précieux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui. Oui, bonsoir. D'abord, bravo pour vos parcours et votre courage. C'est impressionnant et stimulant. Vous n'avez jamais pensé à vous adresser à une grande société? Il y a des grosses sociétés qui ont des structures incubateurs qui permettent peut-être d'avancer plus vite ou de s'entourer. Sur les grandes sociétés, moi en tout cas quand j'étais chercheur, donc ça remonte à il y a quasiment 10 ans, il y avait 2 modes de valorisation de la recherche. Soit on déposait des brevets, on espérait qu'un jour le brevet finisse par être valorisé par une grande société, parce que généralement avait une probabilité d'arriver de 0,01%. Soit il fallait partir et se lancer dans l'aventure de le valoriser nous-mêmes. Il n'y avait pas spécialement d'incubateur. Maintenant, il y en a peut-être un petit peu de grands groupes. Je connais quelques exemples.
je ne suis pas sûr que par rapport aux incubateurs plus traditionnels ou aux programmes comme Tech Founder et autres, ce soit plus rapide ou ça ait un quelconque avantage de rentrer dans un corporate qui fait des choses dans la même direction. Au contraire, je dirais que d'après moi, c'est pas fait ici donc c'est pas bien prime quand même un peu dans les grands groupes à l'heure actuelle. Ça se soigne, mais on y est quand même encore bien. Et donc, je ne découragerais plutôt, je pense, cette option-là, de mon côté. Alors, moi, ce que j'ai trouvé de vraiment, enfin, la caractéristique vraiment de la start-up, c'est l'agilité. Donc, même venant du CNRS, on a une grande liberté quand même de recherche. On n'a pas cette agilité parce qu'on a quand même toute une série de contraintes administratives. Il faut je ne sais pas combien de mois pour avoir de l'argent, pour recruter un postdoc, ensuite je ne sais pas combien de mois pour le recruter, etc. Ce qu'on peut faire très rapidement dans une start-up. Donc vraiment, cette rapidité de décision, je crois que c'est vraiment la richesse de la start-up. Donc je ne sais pas, dans un grand groupe, comment ça se gérerait s'il y aurait ce niveau d'agilité. Alors, il y a aussi un deuxième problème qui est quand même lié à la propriété intellectuelle. Donc, nous, on a tous des startups qui sont quand même issus de travaux qui ont été menés au CNRS, à l'université, à l'ESPCI. Et donc, il y a des brevets qui appartiennent à ces institutions. Et ensuite, elles en donnent des licences, en général, exclusives. Elles en vendent. Pardon, elles ne les donnent pas, elles les vendent absolument à la start-up. Donc, il y aurait aussi peut-être, ça serait compliqué à gérer les intérêts du grand groupe par rapport aux intérêts de la start-up. Enfin, je ne suis pas sûre que les institutions pourraient facilement donner, vendre une licence comme ça. C'est assez compliqué. En revanche, je pense que la collaboration avec les grands groupes, elle est très importante pour la suite. Et donc, je pense qu'autant peut-être les premières années de start-up, les 4-5 premières années, c'est important qu'elles puissent être agiles. Mais dès ce moment-là, c'est important aussi qu'elles nouent des partenariats. Alors, ça dépend un petit peu, parce qu'on a des domaines très différents, ça dépend un petit peu de la nature du business model de la start-up. Mais nous, par exemple, qui avons un modèle vraiment B2B, eh bien, on commence déjà à discuter avec des grands groupes qui seront peut-être un jour des futurs clients, avec qui on va faire du co-développement sur des produits. Et donc, on signe déjà des contrats de co-développement. Donc là, je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a toute une expertise et un retour d'expérience à avoir de ces grands groupes. Alors, en particulier, dans le domaine des batteries, la grande difficulté, c'est le passage à l'échelle. On le voit, on a eu des accidents, notamment en Suède, voilà, etc. Et bon, je pense que il y a d'autres sociétés de batteries qui se portent pas très bien. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile ce passage à l'échelle. Et c'est là que, de mon point de vue, c'est très important de maintenir des liens entre les startups et des acteurs historiques traditionnels plus importants qui ont plusieurs fois réussi comme ça des passages à l'échelle et d'avoir un retour d'expérience qui, je pense, est très important pour une startup. Mais moi, je serais quand même pour laisser la startup avec sa dynamique propre, son moteur intrinsèque et son agilité. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Le co-développement est très important effectivement pour les startups. Dans notre cas, c'est vrai que c'est le monde médical, biomédical. Donc il y a des grands groupes qui nous ont rapprochés, avec lesquels on peut discuter. Pour l'instant, on est encore un peu jeune. Pour être honnête, le gros risque, c'est de se faire racheter pour se faire dissoudre. Donc ça, c'est pas, pour l'instant, pour les 4 fondateurs, c'est hors de question de vraiment faire quelque chose de cette technologie, même s'ils mettent un peu des sources, ça ne sera pas le sujet. Donc il y a effectivement pouvoir co-développer, donc on a des partenariats avec des grands groupes pour co-développer les kits, première génération de kits. Et après, on aura certainement d'autres partenariats parce qu'il y a de l'industrialisation, si on vient à construire une machine autour de ça, parce que c'est des compétences propres que les grands groupes, Thermo Fisher par exemple, je cite peu parce que c'est pas avec eux qu'on travaillera, sont en mesure de faire et faire plus rapidement que ce qu'on est capable sont en mesure de faire. Ça peut être très intéressant. Juste pour rebondir, évidemment, moi je parlais du début, je parlais de la création de la société et de l'incubation. Après, je suis 100% d'accord avec ce qui va être dit. Nous, on travaille en permanence avec des grands groupes.
Je pense qu'il faut bien les choisir. Il faut choisir ceux qui sont open à des nouvelles technologies et qui savent travailler un peu en mode startup, accepter la façon de travailler des startups, puisqu'on ne travaille pas du tout de la même manière, notamment ce côté itératif qui est pas du tout l'apanage des grands groupes. Donc il faut bien sélectionner les gens, mais c'est ultra nécessaire de travailler avec des grands groupes, puisque à la fin, nous aussi en B2B, je pense qu'on est il y a un grand nombre de startups de tech qui sont en B2B. En fait, les grands groupes, c'est nos clients à la fin. Donc, c'est une évidence qu'il faut apprendre à bosser avec eux, mais pas trop tôt, pour pas se mettre des boulets. Une question? Bonjour, merci pour vos témoignages. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre cheminement de pensée pour passer de chercheur à peut-être CEO, CTO, CSO? Est-ce que ça vous faisait pas peur d'aller pitcher devant des investisseurs, faire des business plans avec une expérience de chercheur ou pas forcément l'attrait du business, c'était pas pourquoi vous étiez chercheur? Donc comment la bascule s'est faite pour vous? Alors, moi, c'est ce que j'expliquais. Je suis un peu tombé dedans sans trop faire exprès, quoi. C'était pas le but au départ. Après, ça s'est révélé être nécessaire. Et en fait, je pense que, si on a un bon communicant chercheur, on sera un bon communicant avec des VC. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Si on est un bon boss en recherche, si on emporte ses étudiants sur des bonnes valeurs, si on les manage bien, si on les coach bien, si on a une sorte de charisme un peu naturel, on va le garder en fait dans une entreprise. Donc je rejoins un peu Guillaume sur ces parallèles. En fait, l'humain est le même partout. Donc il y a plein de qualités qu'on peut avoir en tant que chercheur qu'en fait on va être capable d'exploiter en tant qu'entrepreneur. Et moi, maintenant on est 120, j'ai une directrice générale, je reste celui qui vend le mieux ma boîte, tout comme j'ai toujours été celui qui vendait le mieux ma techno quand j'étais chercheur. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, et en plus c'est passionnant. En plus, moi j'adore discuter avec des investisseurs, les convaincre pendant des heures, faire des due diligence techniques, etc. Ou même financière, business, le côté strat. Moi j'adore le côté strat aussi maintenant. Tout est hyper intéressant. C'est hyper varié. Après, oui, ça fait peur. Moi, au bout de 15 ans, quand je me suis dit, c'est terminé, je vais plus au conf, je vais plus voir mes copains, mes amis que je me suis fait en postdoc à Berkeley, qui sont disséminés dans le monde entier, je change totalement de rythme de vie en 2015, c'était 2018, je passe quand même un peu pour un paria dans mon labo, auprès de certaines personnes. Oui, ça fait un peu peur, mais ça se soigne vite. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a quand même un aspect saut dans l'inconnu. Il existe des mécanismes au CNRS de mise à disposition. Donc, on peut partir, être CEO dans une start-up et puis éventuellement revenir, etc. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens pour qui ça apparaît comme une forme de sécurité. En réalité, quand on est chercheur, tu l'as très bien dit, on a construit tout un réseau autour de soi, de collègues, on est invité dans des conférences, on suit les papiers des uns des autres, etc. Et tout ça, on y met un peu fin quand même. Donc quelque part, on met sa carrière derrière soi. Donc il y a un saut dans l'inconnu. Mais tu l'as très bien dit, pour moi, ça fait partie du métier de chercheur, l'inconnu. Donc c'est déjà l'inconnu, quelque chose qu'on connaît un peu. Et je dirais que un chercheur, ça peut tout à fait accepter de se tromper. C'est-à-dire, on s'est tous plantés comme chercheurs. Donc, on n'a pas peur de se planter, mais on a quand même très envie de réussir. Je sais pas si ça résume un peu les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a cette notion aussi d'essai et erreur qui est très importante parce que c'est justement le processus dont tu parlais. Enfin, je redis peut-être avec d'autres mots ce que tu as dit. Mais donc ça, c'est assez naturel. Il y a un autre aspect aussi, c'est que donc quand on a été chercheur, on a été mu par un premier intérêt qui est l'intérêt de la curiosité, de la science, etc. Et on n'a pas été mu par exemple l'appât du gain. Donc on est très tranquille là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti
dans le métier de chercheur pour gagner de l'argent. Donc on est beaucoup plus relaxé par rapport à ça. Donc on va aller chercher des fonds, bien entendu, parce qu'on a envie que ça avance, que le produit avance, que l'équipe grossisse, etc. Mais d'une manière qui est plus détachée. Et du coup qui est plus intéressante aussi, parce que du coup on va essayer de convaincre vraiment sur le fond. Voilà, il y a quelque chose on retrouve quelque chose de... qu'en tant que chercheur, en tant que chercheur, on a toujours besoin de se sentir légitime. On a toujours besoin de se dire, voilà, je présente mes résultats à une conférence, mais est-ce que je suis bien sûre de tout, voilà, on se prépare à toutes les questions qui peuvent arriver, etc. Et ça nous reste aussi comme entrepreneur. Et donc, c'est une dimension qui est intéressante aussi, de toujours rechercher la légitimité et de toujours se dire, ok, moi je dis que je vais faire tel produit, mais est-ce que réellement je peux le faire? Et donc, ça donne une certaine force et un pouvoir de conviction. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et de ton côté, Guillaume, toi, tu as une vision qui est un petit peu différente parce que tu n'as pas, t'es resté t'as pas sauté, mais tu as vu les gens sauter. J'ai vu les gens sauter et ils ont très bien sauté, ça s'est bien passé. Non, mais j'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, moi, je déteste pitcher, je déteste la strat, je déteste les tableurs Excel. Encore que non, c'était peut-être le truc le plus intéressant, je trouvais, l'aspect financier. Donc, ouais, en fait, ça faisait, pour moi, ça résonnait trop avec des choses que je voulais pas faire et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Je suis désolé, c'est un peu à l'antithèse de ce qui a été raconté avant. C'est très complémentaire. Hein, et c'est aussi parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire ce que je savais que j'aimais faire. Donc après, c'est toujours un peu difficile. Je sais ce que j'aime, est-ce que je vais aimer sauter, faire ce saut et aller de l'autre côté de la barrière? Est-ce que je vais m'épanouir là-dedans? J'avais un peu le pressentiment que non. En faisant ces formations, en étant en contact avec d'autres gens et en ayant pour moi-même pitché, je me sentais me dénaturer un petit peu. Et donc, j'étais content là où j'étais. Juste pour rebondir là-dessus, en fait, il n'y a pas d'exercice type pour moi de pitch. Hein. C'est tripes sur la table et expliquer en quoi on croit en son projet et on sait qu'on va réussir. Donc, je comprends ce que tu dis, moi. Quand on m'a dit, c'est un exercice minuté, tu as 10 minutes, tu dois faire ton machin, je déteste ça. Moi, ce que je fais, dès que je parle à un investisseur, je dis le deck, tu l'oublies, on va parler 1 heure ensemble et on discute 1 heure. Et je lui raconte pourquoi on en est là, les erreurs par lesquelles on est passé, comment on a compris que c'était le bon produit, le bon marché. Et c'est dans une discussion comme ça, en fait. C'est pas du tout un jeu de rôle où on va... Et alors, les concours de pitch où tu es sur ton estrade et tu as 150 plans en face de toi qui, de toute façon, vont pas te filer 1 euro, ça, moi, je les fuis en courant. Quoi. Je ne vais jamais dans ce genre de truc. C'est clair et net. Je voulais juste ajouter peut-être un petit mot sur ce que tu disais, et je trouve que ça résonne avec ce que tu disais, Guillaume. C'est sur un aspect qui est très important du chercheur, qui pour moi est fondamental dans l'entrepreneuriat, c'est le côté curiosité et le fait d'aimer apprendre. L'humilité quelque part de reconnaître qu'on n'est rien devant la masse des choses qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas découvertes. Et ça, en fait, je pense qu'une des qualités d'un entrepreneur, c'est de savoir écouter les conseils, de savoir apprendre tous les jours et d'être ouvert aux conseils. Et je pense que c'est pas mal en résonance avec l'esprit un peu chercheur habituellement. Bonsoir. Merci beaucoup pour avoir partagé vos expériences. Donc moi, j'ai l'impression que, de manière générale, un scientifique, il est assez ancré dans son domaine. Il a la vision vraiment, entre guillemets, dans sa bulle de recherche, dans son sujet. Et j'ai toujours compris que pour créer une start-up, il faut avoir un marché. Et ma question, du coup, c'est comment est-ce que vous, de votre côté, vous êtes passé de ce côté de... Vous êtes scientifique, vous êtes en train de développer un produit, vous n'avez pas encore eu l'idée de créer une start-up. Et comment vous êtes dit, ok, moi en tant que scientifique, je vais pivoter le produit ou je vais trouver le bon marché. Comment est-ce que ça s'est passé de votre côté? Alors, en fait, il y a pendant l'étape de maturation, on va dire, il y a 2 choses qui se passent en parallèle. Il y a d'un côté, on continue la R&D, donc des évolutions techniques.
Et puis de l'autre côté, alors notamment nous, ce qui nous a beaucoup débloqué, c'est de justement suivre la formation avec Guillaume de Deep Tech Founders, où une des premières choses qu'on nous a fait faire, c'est aller parler avec le maximum de gens possible. Donc alors au début, on ne savait même pas comment on allait trouver quelqu'un qui pouvait être un client, puis en fait, on s'aperçoit que... Ça a mis un peu de temps. Comment ? Ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps au début, parce qu'on se dit, en fait, l'idée, c'est d'aller discuter avec des gens qui pourraient être des futurs clients et de connaître leurs besoins, leur dire, vous avez besoin de quoi, en fait ? C'est quoi votre problématique ? Évidemment, un peu en lien avec la techno, pour essayer justement de cerner le marché. Et en fait, au début, effectivement, ça a été difficile parce que nous, on a des contacts surtout en recherche. Donc, mais finalement, de fil en aiguille, en fait, on connaît du monde et puis les portes s'ouvrent, etc. Et on discute avec pas mal de gens et on a continué ça. On continue à le faire. Et donc, en fait, c'est rencontrer énormément de gens et essayer de comprendre en termes problème-solution. Donc, par exemple, nous, les batteries, bon, c'est vague, il y a plein de sortes de batteries. On peut faire de toutes petites batteries pour les circuits imprimés, par exemple, ou bien on peut faire des batteries pour les voitures, ou du stockage d'énergie renouvelable, etc. Et donc, en fait, nous, on était, disons, quasi sûr qu'il y avait un marché, entre guillemets, parce que le marché des batteries, il y en a, on n'a pas besoin de le créer, on n'a pas besoin de convaincre le consommateur qu'il a besoin de batteries. Mais la question, c'était sur quel produit on est le plus adapté, et surtout, le plus rapidement, c'est-à-dire qu'on peut imaginer peut-être qu'on peut faire des batteries pour de la mobilité, mais ça va prendre énormément de temps. Mais en revanche, on peut faire par exemple des micro-batteries pour l'électronique, et ça c'est plus rapide. Donc il y a à mettre en parallèle énormément de paramètres. Donc d'abord les développements technologiques, parce qu'au fur et à mesure que on continuait dans la R&D, on se disait ça va pas marcher, mais par contre ça va marcher. Et donc ça peut nous permettre d'aller vers tel produit plutôt que tel autre, etc. Et puis il y avait aussi donc les marchés, et puis l'industrialisation aussi. C'est-à-dire si on a une idée même magnifique, on a un très beau produit dans le labo, mais que c'est pas industrialisable, ça sert à rien. Donc il faut aller discuter aussi avec des gens qui industrialisent, des gens des procédés. Alors bon, je parle pour moi, peut-être c'est très différent dans vos domaines, mais nous on avait vraiment besoin de connaître les procédés pour savoir comment on pourrait fabriquer nos batteries, par quelle voie, et est-ce que ça allait coûter plus cher, moins cher, tout ce qui existe déjà, etc. Donc je dirais c'est vraiment multicanal. C'est pour ça que je dis, à mon avis, la principale qualité d'un entrepreneur, c'est de surtout pas être multitâche. C'est surtout être multitâche, pardon, pas être monotâche. Parce qu'il va falloir regarder énormément de directions en même temps. Et puis il y a aussi notre direction qui est la propriété intellectuelle. Donc qu'est-ce qu'on a comme brevet ? Quelle est notre liberté d'opérer, comme on dit ? C'est-à-dire, il y a non seulement qu'est-ce que j'ai comme brevet, mais est-ce que je suis embêtée par d'autres brevets qui existent et qui m'embêtent, pour lesquels il faudrait que je prenne une licence ? Il y a énormément de facteurs. Donc c'est toute cette maturation-là qui fait qu'on va vers un produit. Mais c'est-à-dire, c'est ce que tu disais, Guillaume, c'est passer dans une logique problème-solution. Et plus dans une logique, j'ai un truc magnifique... est-ce que ça peut servir à quelque chose ? Enfin, il faut vraiment aller identifier le problème. Ouais, moi, alors là-dessus, je pense que nous, c'est un peu différent dans le sens où on a développé une brique technologique, en fait. Donc, une nouvelle façon de contrôler les ondes électromagnétiques avec... c'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, il n'y avait pas tous les programmes de start-up qu'il y a à l'heure actuelle. On avait tendance, surtout chez Mathias, à partir bille en tête, allez, on crée beaucoup trop tôt, sans aucune preuve marché. D'ailleurs, si on avait attendu les preuves marché business, je pense qu'on n'aurait pas créé du tout, puisqu'il n'y en avait pas, donc c'était assez simple comme ça. Et donc on s'est planté en fait complètement sur le premier applicatif. Pour vous donner un ordre de grandeur, le premier applicatif qu'on envisageait, donc c'était rendre des bâtiments intelligents pour optimiser les télécommunications en foutant des surfaces électroniques sur les murs. C'est un truc sur lequel la 3GPP est en train de plancher pour la 6G là. Donc nous on a proposé ça en 2015. Globalement 10-12 bonnes années d'avance sur le concept. Faut pas compter manger si on reste là-dessus. Donc on était obligé de faire un pivot quand même assez violent derrière en se disant bon, allez, cette techno elle est peut-être super jolie, peut-être que sur le papier c'est une très bonne idée, mais manifestement il va pas marcher à date. Et donc là effectivement il y a un peu de
strates à faire, mais en fait c'est du bon sens. Nous, du coup, c'est une techno hyper transverse. On peut faire du radar, on peut faire des antennes, on peut faire de la détection, on peut faire tout ce qui touche de l'imagerie médicale, de la thérapie médicale, tout ce qui touche aux ondes électromagnétiques. Donc on va regarder quel est le marché qui a l'air sympa en termes de volume, hop, on se lâche les autres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer en moins de 25 ans, globalement, donc le temps au marché. La difficulté technologique qu'il y a, s'il faut aller faire du micro-wafer nanométrique et que ça va être hyper dur en termes de travailler avec le CE, etc. Et donc on classe comme ça en fait les divers applicatifs. Et puis à la fin de la journée, on regarde en fait dans ce qui reste à qui je vais résoudre un vrai problème et lequel c'est. Parce que si on ne résout pas de problème, en fait, vendre de la tech, ça marche pas. Faut vraiment résoudre un problème à quelqu'un. Nous, on s'est aperçu qu'on savait faire des antennes beaucoup moins chères que les autres, beaucoup moins consommatrices d'énergie aussi, mais surtout sur un aspect BOM, quoi, prix. Et donc, c'est ce problème qu'on résout. Une fois qu'on avait résolu ce problème, il a suffi de choisir le marché. On avait 2-3 choix, les telco, Space, et comme le Space, c'était très vivant avec moi, ce qu'est la vente, c'est choix assez évident après. Ouais, non, c'est vrai que c'est une question intéressante. C'est pas tant l'aspect marché, c'est un autre concept que je voulais essayer d'introduire. C'est un truc qu'on parle beaucoup en école de commerce, dans toutes les formations qu'on peut faire. C'est qu'on n'achète pas un forêt, on achète un trou. On n'achète pas une tondeuse, on achète une pelouse rase. Donc c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. En fait, c'est qu'est-ce qu'on vend. Et nous, on ne vend pas des tests diagnostiques pour détecter tel ou tel marqueur. On vend une survie améliorée pour les patients, on vend un confort, une qualité de vie parce qu'il n'y a pas besoin de se faire biopsier et avec une simple prise de sang, ça fonctionne. Donc c'est vraiment ça qui a été très très difficile comme concept. Même l'exemple du forêt, il parle à tout le monde, mais conceptuellement, sur des trucs un peu plus deep tech, c'est compliqué, et surtout quand on arrive avec nos grosses bottes de chercheurs. Qu'est-ce que tu vends ? Moi, j'ai une super tech qui permet de détecter 20 marqueurs à l'atomolaire, etc. Ça les intéresse absolument pas, c'est pas ça la question. C'est aussi pour ça que je n'aimais pas pitcher, parce que je ne faisais aucune systématique là-dessus. Donc ce concept-là, vraiment, au-delà du marché, c'est un concept très différent du marché, mais déjà savoir ce qu'on vend, ça permet mieux d'adresser à qui on va le vendre. C'est quelque chose qui va se mettre en parallèle à qui on va vendre. Effectivement, on a eu aussi ce travail de segmentation à faire, et donc ça c'était plus nos collègues de Paris Cité qui ont déjà un énorme réseau, qui étaient déjà sur des technologies existantes avancées avec déjà des clients, donc de ce côté-là ça s'est fait assez naturellement, plus naturellement. On n'a pas une technologie multitâche, donc c'était plus simple comme question. Tout à l'heure vous aviez parlé du fait que pitcher c'est assez limitant. Donc, je voudrais vous rejoindre sur ce point et vous demander comment est-ce que vous avez réussi à aller outre cette étape et arriver à contourner ça en fait. En 1 minute 30 et 2 slides. Elevator pitch. Non, mais en fait, l'exercice qu'on demande dans ce terme pitcher, que par ailleurs j'exècre, c'est de savoir se résumer assez rapidement et être capable de donner sa valeur ajoutée en quelques minutes. Donc, moi, c'est vrai que j'aime pas me résumer en quelques minutes, ça me plaît pas du tout. Mais en vrai, les seules fois où vous êtes confronté à ce genre de situation, c'est vraiment l'elevator pitch. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à un meeting avec votre prospect principal qui est à côté de vous, et vous avez 3 minutes pour l'intéresser à votre sujet. C'est ça le vrai concept de pitch. On s'en fout du truc sur l'estrade, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'avoue que là-dessus, il faut que je sois bien luné pour arriver à catcher un gars en 3 minutes, ou alors que j'ai préparé un peu mon discours. J'aime pas faire des trucs trop courts, mais c'est le vrai sens du pitch, c'est-à-dire vous croisez quelqu'un qui est hyper clé, un investisseur, un client, un institutionnel, n'importe qui dont vous allez avoir besoin, il faut être capable quand même d'être impactant, parce qu'en 3 minutes, le temps que le mec a son attention envers vous,
et c'est très limité. Donc c'est ça, je pense, là où il y a besoin de ce type d'exercice, à mon avis. Sûrement pas pour les concours dans tous les sens qu'on voit fleurir. Puis encore une fois, bon, le premier CEO de ma boîte qui l'a coulé en 2 ans, il ne faisait que ça. J'ai pris le contre-pied direct, je n'en ai pas fait un seul en 8 ans. Après, sur le convaincre des investisseurs, convaincre des prospects, c'est toujours la même chose. C'est une vraie discussion. C'est 1 heure de discussion où on s'écoute mutuellement, j'écoute tes problèmes et de quoi tu as besoin, et moi je vais t'expliquer ce que je fais, et comment je fais ça, et pourquoi je le fais mieux que les autres, etc. Donc c'est des vraies discussions plus longues, où là on a le temps de déployer ses arguments, et on va dire même de draguer un peu son interlocuteur, quoi. Oui, puisqu'on parle de la relation avec les fonds d'investissement, en fait, effectivement, ça ne se résume pas du tout au pitch, l'ODEC. C'est pas ce qu'on voit à la télé non plus. Non, voilà. non, en fait, c'est la relation avec un investisseur, ça se construit sur du long terme. Parce qu'en fait, un investisseur, quand il va participer, en fait, il va être présent dans la vie de la boîte. Et donc, on va très souvent lui rendre des comptes, lui raconter un peu comment on a avancé, de point de vue recrutement, jalons technologiques, etc., etc. Et c'est très intéressant que cette discussion, en fait, elle ait commencé avant, pour qu'on se connaisse bien, en fait. Parce que c'est important de partir avec un investisseur avec qui vous vous comprenez bien, qui aura la même vision que vous, alors même si les intérêts parfois divergent, mais quand même un minimum de compréhension, qui comprennent bien aussi ce que c'est qu'une start-up deep tech, et que donc on ne va pas forcément avoir un produit commercialisé dans 3 ans, mais que ça peut prendre un peu plus de temps, etc. etc. Donc nous, on a discuté avec notre investisseur qui nous a donc financé en ce qu'on appelle préamorçage. En fait, ça peut-être 2 ans avant qu'on lance la société et qu'on signe une term sheet avec eux. Parce qu'au début, on était très très tôt dans la vie de la société, on n'était pas encore même sûr qu'on allait forcément la créer, qui serait dedans, etc. Mais ça a permis de vraiment échanger, de vraiment bien se connaître. Et donc là, on va vers une prochaine levée de fonds, et en fait, ça fait déjà 1 an qu'on discute avec énormément de fonds, d'investisseurs, plusieurs fois pour vraiment se connaître. Donc c'est vraiment pas du tout effectivement le cliché de je pitch 3 minutes sur une scène et hop, ça y est, on me donne 10 millions. Quoi. C'est pas que ça. Parce que d'habitude, lors d'un premier contact, on est tout le temps qu'il faut réussir à pitcher et à attirer l'attention de l'investisseur en soi, et que c'est par la suite que viennent les longues conversations. Oui, c'est vrai aussi, la première fois. Mais nous, en fait, la première fois qu'on a rencontré le tout premier investisseur, on est venu avec une présentation PowerPoint, parce que nous, on n'appelait pas ça des decks, on appelait ça des présentations PowerPoint. Les decks, c'est le terme vraiment dans le monde de la start-up. Et en mode chercheur, quoi, avec mes résultats, voilà ce que j'ai, puis on avait quand même un peu réfléchi. Donc heureusement, il y a des investisseurs qui comprennent qu'on est encore chercheur, et voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est important, bien sûr que c'est important. C'est important de comprendre quand même comment se présenter, comment justement avoir cette logique problème-solution, comment en quelques minutes quand même arriver à donner le plus important de la vision, de l'équipe, etc. Donc oui, mais c'est un exercice aussi qui, je dirais qu'on s'améliore en le faisant. La première fois, c'est pas forcément le mieux, mais il y a une certaine indulgence aussi, et puis on apprend. Et à la fin, ça devient vraiment, je dirais, pas compliqué comme exercice. Faut pas s'en faire un montant. Peut-être juste pour appuyer sur un point, moi aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure, dans la transition, on apprend à répondre aux questions. Et pas à commencer par... Alors, ça dépend. Il y a un contexte, ça dépend de quel... mais apprendre à répondre aux questions... Ce qui est difficile pour un chercheur, répondre oui ou non. Est-ce que ça va marcher? Quelle est la limite? Quels sont mes perfs? C'est des choses qui sont pas faciles au début. L'expérience que j'ai me dit que c'est quelque chose qu'on apprend à faire quand les gens nous disent bon, réponds maintenant. J'ai pas grand chose à rajouter. L'optimisme, faut être sûrement plus optimiste que ce qu'on peut l'être quand on est chercheur.
Alors, oui. C'est moins réaliste, c'est cette petite couche de vernis qui va bien. Sans mentir, hein, je ne dis pas qu'il faut survendre, surtout qu'on fait des biopsies liquides. On détecte le cancer à partir d'une goutte de sang. Il y en a qui ne part pas avec un bagage. Il y a des gens pour qui ça s'est mal passé. Donc il ne s'agit pas de mentir, mais il s'agit quand même de présenter la réalité sous son plus beau jour. Donc ça, c'est parfois un peu difficile. Alors oui, c'est vrai que j'ai envie de rebondir là-dessus. Alors c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, il y a cette fameuse phrase « fake it until you make it ». Alors je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a un exercice très compliqué, c'est qu'en tant que chercheur, on est habitué à communiquer sur ce qu'on a. Ce qu'on sait, voilà, je fais une conférence scientifique, ce que je dis là, j'en suis certaine, enfin, jusqu'à ce qu'on vienne me démontrer le contraire, mais je l'ai vérifié, etc. Et là, on doit être à la fois dans ce qu'on a, mais ce qu'on peut avoir aussi, qui est le produit, ce qu'on veut avoir. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Quand on est chercheur, il faut arriver à se décaler un peu et à se dire, OK, là, il y a ça, je suis sûre de ça aujourd'hui, mais je pense, j'espère, je vais mettre toutes mes forces pour que ça devienne ça que j'ai pas encore, parce que le produit final, je l'ai pas encore. Donc, c'est là que c'est difficile. Oui, alors moi je vais mettre à l'honneur notre prof d'anglais quand nous étions à l'ESPCI, Monsieur Lebousse, qui nous disait en permanence honnête mais positif. Et c'est le leitmotiv que j'ai dans ma boîte, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de dire non tant qu'on ne s'est pas convaincu qu'on ne savait pas faire. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre du rêve total. En revanche, on va vendre ce qu'on serait capable de donner si on se donnait au maximum. Et donc, faut savoir, et c'est là où je pense qu'un background scientifique très solide est hyper utile, parce que vous savez à peu près où vous allez arriver. Quelles sont les limites fondamentales de votre système si vous bossez comme des ânes et si vous mettez vos ingés à travailler H24, les pauvres, pendant quelques temps. Mais donc je pense qu'il faut effectivement être super positif. Il faut projeter ce qu'on est capable de faire plutôt que de dire j'ai ça à instant T. Sinon, globalement, on fait rien avec ce qu'on a à instant T. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, que je trouve hyper intéressant, c'est vrai que le doute, on le garde dans sa tête en fait. On apprend que ce soit avec les investisseurs ou avec les clients potentiels, ou même avec d'ailleurs des partenaires, et surtout effectivement dans une certaine mesure avec l'équipe, on apprend à être sharp au niveau de la réponse, c'est-à-dire que personne ne vous entend douter, personne veut penser que dans votre tête c'est pas clair ou que on ne sait pas si vous allez y arriver comme ci ou comme ça, et donc du coup on apprend à répondre aux questions pour de vrai, c'est-à-dire à être dans l'anticipation de ce qu'il peut y avoir derrière. Je laisse pas de trou dans la discussion, parce que dès qu'il y a une porte qui est ouverte, on peut s'y engager, et là on est dans les problèmes. Faut savoir que les gens avec qui on discute très souvent pour des levées de fonds, c'est des investisseurs, mais en fait les prospects c'est un peu la même chose, ils ont peur des startups quand même. Il y en a plein qui disent qu'ils vont faire, et puis il y en a très peu qui font à la fin. Donc ils ont tous une sorte de détecteur à risque dans la tête, qui fait que il faut être capable de tenir la discussion lors des réponses, lors du dialogue, etc., de manière à pas aller n'importe où et que ça devienne dangereux. Oui, une question. Bonsoir. Vous avez parlé de comment se lancer quand on est chercheur, pour lancer sa start-up, mais une fois qu'on a fait le saut, comment vous vous êtes structuré? Vous avez dit que vous étiez parti à plusieurs, avec des cofondateurs, mais il y a aussi plein d'exemples d'histoires d'entreprises qui se sont créées à plusieurs et où ça a mal fini. Et donc justement, comment on fait ce choix-là de se structurer et de choisir les bonnes personnes? Bon, si tu veux, je commence. Nous, alors, moi j'ai fait plein d'erreurs. J'ai eu un premier CEO qu'on a dû sortir du Military. Je me suis associé avec quelqu'un pour m'apercevoir que c'était pas la bonne personne non plus. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette super miracle. Alors surtout, je pense qu'il faut écouter les conseils sages. Par exemple, travailler avec un ami, mauvaise idée. Voilà, je pense que ça, c'est un conseil qu'il faut retenir. Mais non, en dehors de ça, moi surtout le conseil là-dessus, c'est, je pense qu'il faut être déjà travailler seul, c'est hyper dur. Moi, je porte
pas seul, parce que maintenant j'ai mon équipe, on est très structuré, etc. Et puis j'ai Mathias avec qui je peux discuter, mais enfin il est quand même loin d'être opérationnel. Donc du coup, ouais, à la fin de la journée, les décisions, elles sont quand même prises un peu seules. Et ça, je trouve c'est vachement dur en fait. Donc je pense qu'il y a effectivement constituer un pool de fondeurs et ne pas y aller seul, c'est une très très bonne idée et j'encourage tout le monde à faire ça. Après, je pense qu'on parle souvent de complémentarité des hard skills dans les fondateurs, c'est-à-dire, bon, bah, si tu sais pas faire du Excel, je prends quelqu'un qui fait du Excel, donc la logique voudrait que, comme on est scientifique, on prenne des HEC. Bon, pour moi, ça se tient qu'à moitié, mais je pense que plus profondément que ça, les soft skills, c'est le pire. C'est-à-dire que si on n'est pas aligné en termes de valeur au jour le jour avec les gens avec qui on bosse, ça devient l'enfer en fait, parce que vous allez travailler H24 avec des gens, et donc si vous partagez pas la même notion de l'humain, la même notion de ce que c'est que des relations entre humains, etc., ben ça peut vite devenir une espèce de plaie insupportable, quoi. Et donc oui, il faut des cofondateurs, oui, les hard skills c'est important, mais oui, les valeurs et la façon dont vous êtes câblés, ça l'est, à mon avis, au moins autant. Et donc ça prend du temps. Et donc ça prend du temps, carrément. Alors je souscris complètement. Je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment ça. Donc il y a le plan des cofondateurs, donc effectivement c'est très très important d'être aligné. Parce que bon, toi, tu as donné un exemple où ça s'est mal passé, mais la boîte a survécu. Mais dans la plupart des cas, la boîte ne survit pas à un conflit entre cofondateurs. C'est vraiment. Donc, c'est très, très important. Et je dirais aussi après dans les premiers recrutements. Donc, il faut déjà être bien d'accord sur nos valeurs entre cofondateurs. Parce qu'ensuite, ces valeurs, on va les transmettre à l'équipe qu'on va venir recruter. Et c'est très important, justement, qu'il n'y ait pas de divergence pour qu'ils puissent comprendre notre vision, qu'on puisse les emmener dans cette vision. Parce que ce qui est important, c'est pour l'équipe de à chaque fois savoir où on va, quel est le point d'horizon, et eux, où ils sont dans le chemin vers ce point d'horizon. Ça, c'est hyper important. Donc, après, chacun, bon, évidemment, a ses valeurs. Nous, à Pionic, c'était très important pour nous, l'aventure humaine. Donc on s'est attaché à avoir des personnes bienveillantes, constructives, optimistes, plus encore que les hard skills dont tu parlais. Donc évidemment, on a des docteurs. Mais par exemple, ça nous est arrivé de ne pas prendre un super profil parce qu'on s'est dit qu'on avait peur que la personne soit un peu toxique. Et que sur une start-up qui est toute petite, un profil toxique, et c'est très compliqué à gérer. Ça peut mettre en péril toute l'aventure. Donc voilà, on est très sensible à cet aspect-là, nous. Bon, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, mais il faut quand même avoir des gens aussi, recruter des gens qui sont quand même câblés pour l'aventure start-up. Et c'est particulier l'aventure start-up. Il faut des gens qui aiment un peu le risque, qui aiment expérimenter, qui aiment de l'autonomie, qui aiment aussi faire des choses très différentes, parce que dans une start-up, on n'est pas, même les ingés ne sont pas monotâches, ils font beaucoup de choses, il faut parfois se retrousser les manches et finir quelque chose parce que voilà, c'est important. Donc il ne faut pas être dans une logique de carrière corporate, etc. Donc c'est très important de bien sentir et de prendre le temps de parler avec les gens qu'on veut recruter, mais vraiment longtemps, plusieurs fois, etc., pour voir si ça va vraiment matcher. Et après, je dirais que sur la structuration elle-même, autant de boîtes, autant de structures. C'est ça qui est aussi merveilleux, c'est qu'on crée quand même une société de rien et on la structure un peu à sa façon. Donc il y en a effectivement qui vont vouloir avoir un HEC pour la partie financière, d'autres pas. Il y en a qui vont partir à 1, à 2, à 3, à 4 cofondateurs. Après, c'est notre boîte, donc on la structure un peu comme on veut et comme on sent. Et surtout, là aussi, on est très agile, c'est-à-dire on repense régulièrement ça, peut-être qu'il faudrait faire évoluer ça comme ça, telle personne, peut-être qu'on pourrait plus la mettre là-dessus si ça lui convient, etc. Donc, il y a beaucoup de brainstorming autour de la structuration de la boîte. Oui, donc pour Métis, ça s'est très mal passé aussi au départ. Mais le pack de cofondateurs, je dis très mal, c'est un peu exagéré. On n'était pas 4, on était 6 au départ. Il y avait aussi j'ai perdu le nom.
genre une SAT, il y avait une SAT. Et il y avait un autre cofondateur qui était CEO. Je ne sais pas si c'est enregistré, parce qu'il y a des trucs que je ne devrais peut-être pas dire, un truc au prud'homme. Donc je vais juste m'abstenir et finir là, que c'était effectivement assez difficile au départ, et on a réussi à s'en dépatouiller et à revenir sur une base plus saine, beaucoup plus saine. Et donc ça a été très bénéfique après pour la société, sans quoi lever des fonds quand le pacte est bancal, n'y pensez même pas, parce que vraiment ils vont aller creuser, hein, voir comment vous entendez. Pourquoi lui il a 30% alors qu'il ne prend rien dans la boîte? Typiquement, c'est le genre de questions que vous allez avoir. C'est le genre de questions qu'on a eu. Donc là, ça, c'est le genre de questions killer, quoi. Vous n'aurez rien avec ce genre de choses. Donc il faut vraiment assainir au maximum la structuration des gens qui ont déjà des parts dans la société et ceux à qui vous allez en donner par la suite. De toute façon, à ce que ça soit équilibré, qu'il n'y ait pas de tabou et qu'il n'y ait pas de ressentiment. Et qu'il n'y ait pas, donc ça, c'est vraiment des relations humaines. Pur et dur, et c'est pas vrai que dans les startups, c'est un peu partout. Et sur la structuration de l'équipe, alors là je parle pas tant pour Métis, mais juste pour faire le rapprochement avec la recherche, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Effectivement, on ne veut pas cette personne toxique au labo non plus. Et ça, c'est pas rare de prendre quelqu'un qui sur le papier a l'air moins compétent, mais qui est beaucoup plus enthousiaste, qui se dit s'intégrera beaucoup mieux, alors quelqu'un qui avait pourtant le super bagage, les super notes, la super présentation, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors ça, c'est maintenant un truc, bon, je suis encore un peu jeune, je n'ai pas encore validé cette hypothèse, mais en gros, maintenant, avec un doctorant ou avec un postdoc, j'y vais si vraiment 100% sûr. Si j'ai un moindre doute, à moins qu'il y ait d'autres contraintes, ça sera... Et même si sur le papier, ça porte bien, et souvent, c'est avéré vrai, les fois, on s'est dit, bon, bah allez, on y va quand même. Derrière, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Il faut qu'il y ait un match humain très très fort et pas juste bagage scientifique, technique. Pour le recrutement, on disait souvent quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ouais, voilà. Je ne connaissais pas ce motto, mais voilà, j'essaie de me l'appliquer. Juste pour rebondir sur le côté humain, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé peut-être assez de ça, mais je pense que la création d'une société, c'est avant tout une aventure humaine. C'est en fait, vous allez vous rendre compte assez rapidement que 80% de votre temps, vous passez à régler de l'humain. Donc c'est vraiment une aventure humaine, et je ne peux que rebondir sur ce qui vient d'être dit. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Nous, on a fait l'erreur 2-3 fois de se dire quand même il est vachement bien, on l'a payé hyper cher derrière, soit des coups de couteau dans le dos, soit obligé de sortir la personne, alors que on n'aime pas du tout ça, quoi. Moi, le but quand j'ai un collaborateur, c'est qu'il reste avec moi. On essaie d'avoir, un langage de start-upper encore, un turnover le plus bas possible, c'est-à-dire de renouvellement d'équipe qui est vraiment le plus faible possible. Et ça ne peut se faire que si vous prenez un soin, on va dire intense, à la sélection des collaborateurs, forcément les premiers. Moi, je suis allé les prendre dans mon réseau, et c'est comme ça que j'ai réussi à construire un truc où tout le monde est très aligné au niveau des valeurs sur au moins les premières strates. Et effectivement, il faut s'assurer que les gens qui rejoignent l'aventure soient dans le bon mindset, pour que ça continue et qu'on arrive à garder une culture d'entreprise, quoi. Moi, je suis de la 85e promotion, donc je n'ai pas forcément vécu la même formation que celle que vous avez reçue. Et donc, je suis intéressé de savoir, dans les soft skills que vous avez développés ou que vous avez mis en œuvre pour vos projets, j'ai entendu la citation de Lebousse, que je connais bien, j'ai entendu les multitâches dans lesquelles je me retrouve tout à fait, mais y a-t-il d'autres éléments de votre formation qui vous ont particulièrement servi? Alors, la question vous est destinée à vous deux, mais je voudrais aussi avoir l'avis de Guillaume pour savoir comment il apprécie la différence entre les PC et les non-PC. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? Et moi, je peux peut-être, en toute modestie, nous aussi, on a créé notre entreprise d'accompagnement, et je pense que, peut-être que vous rejoindrez ou pas là-dessus, mais je pense que le fait de ne pas avoir peur, de pas avoir peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui est hyper ancré pour moi dans la formation de l'ESPCI, parce que c'est toutes les semaines, on est devant une nouvelle machine, on est devant quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment en TP, et il faut faire des choses. Et il faut avancer. Et je pense qu'il y a un vrai côté... on se débarrasse de cette peur de mal faire, parce que oui, on fera mal.
mais on l'a déjà fait plein de fois, donc c'est pas très grave. Et on n'a pas trop peur justement de certains connus, il est un peu moins inconnu. Ouais, alors, moi je pense que je vais pas trop jeter de fleurs sur le SPCI, mais je pense que j'ai 8 PC dans ma boîte. Peut-être un peu plus, je sais pas, j'ai pas fait le vrai compte. Sur la dernière fois, on avait toute une armée de stagiaires à la fournée 2025. Je crois qu'il y en avait 7 stagiaires de PC. Et on est ravis de les accueillir. Je pense que, effectivement, PC, on le met sur n'importe quel sujet, sur n'importe quelle machine, sur n'importe quelle tâche. Il n'y aura aucun problème. L'accompagnement se fait quasiment tout seul et on sait qu'il y aura de l'autonomie, il y aura de la prise de risque et ça va filer, donc ça c'est génial. Je pense qu'un côté bon sens, vraiment un côté bon sens où on est habitué à résoudre du problème, enfin même à poser le problème en vrai. Moi je me souviendrai, je le ressors d'ailleurs de temps en temps, l'anecdote Pierre-Gilles Degène qui faisait les accordeurs de piano de New York. Enfin voilà, moi il y a des fois je leur dis mais les gars, vous avez complètement oublié votre bon sens. Il y a des fois où il suffit un bout de scotch pour régler votre problème et vous êtes parti m'imprimer des pièces en Chine. Voilà, donc le PC globalement c'est le gars qui va pas over-ingénierer tous les problèmes, qui va être pragmatique et qui va essayer d'aller vite à la solution avec des outils, peut-être un poil kazakh, mais qui donne la bonne information au bon moment et on perd pas trop de temps. Moi, je pense que c'est surtout ça le profil de SPCI. Alors moi, à l'ESPCI, j'ai eu que des formations scientifiques, il n'y avait pas du tout de soft skills. Et en fait, il y avait de l'anglais quand même. Comment ? Il y avait de l'anglais quand même. Oui, pour moi l'anglais c'est de savoir. Voilà, mais il n'y avait pas de. Oui, il y avait de l'anglais, Mais ce que je veux dire, c'est que. Alors, je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire, ça c'est certainement vrai. Mais je pense aussi que finalement, c'est pas très grave. Parce que les soft skills, en fait, ça s'apprend en faisant justement beaucoup. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse vraiment donner des cours, comme tu disais, les diplômes d'entrepreneur, ça n'existe pas. Je pense qu'on peut montrer comment on fait, et les autres vont dire « Ah, moi, je vais faire comme toi », mais en fait, finalement, ils trouveront aussi leur voie, ils feront un peu différemment. Donc la plupart des soft skills, en fait, on les apprend en faisant, en recherche ou en entrepreneuriat, si on est déjà dans l'entrepreneuriat. Du point de vue vraiment strictement entrepreneur, donc moi j'ai eu la chance d'avoir les cours de Jacques Le Winer, qui nous donnait des cours, notamment une initiation à la propriété intellectuelle. Donc ça, c'était précieux parce que ça nous permettait de savoir un peu ce que c'était qu'un brevet. C'est peut-être les seuls cours, finalement, de soft skills qu'on ait eu. Et je me souviens que, j'aime bien raconter cette anecdote, il nous avait raconté que, en fait, la seule règle, en fait, finalement, si on faisait du business, c'était de vendre plus cher que ce qu'on achetait. Et que si on respectait ça, tout se passerait bien. Et je trouvais que c'était très, comment dirais-je, ça donnait beaucoup confiance en fait, de se dire en fait, quand même, une fois qu'on a le socle scientifique, parce que celui-là, il faut l'avoir, et qu'on a aussi cette capacité à aller vers des nouvelles expériences, à lancer des nouvelles expérimentations, pas avoir peur de cet inconnu, finalement l'aspect financier, ça va se régler, quoi. Alors bon, je simplifie peut-être un peu, c'est pas si simple que ça, mais ça donnait beaucoup de courage en fait. Donc, je crois que tu n'es pas passé par l'école, mais en revanche, moi ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre aussi l'écosystème, parce que tu as vu plusieurs écosystèmes, et peut-être un petit mot sur l'écosystème de l'ESPCI et affiliés, qui est un petit peu particulier aussi dans le monde de la recherche en France. Je n'ai pas réfléchi à cette question et j'identifie pas comme ça une spécificité PC. Je suis désolé si je vous blesse. Certaines. Pardon. Oui, non, évidemment. Par contre, effectivement, il y a cet écosystème entrepreneurial est extrêmement fort et c'est pas quelque chose qu'on avait à la fac du tout, ça c'est clair. Un petit peu quand même, ça s'est développé pas mal à Grenoble parce qu'il y avait des incubateurs, entourés d'incubateurs,
c'était peut-être un petit peu particulier, mais le fait que vous ayez ces entrepreneurs, le Wiener, en Griffiths, vous maintenant qui faites exemple et sûrement plein d'autres, Jérôme Bibette, il y a plein de gens à PC qui enseignent encore, qui sont là régulièrement, qui sont encore ancrés dans l'écosystème. Je pense que ça met les étudiants en contact direct de ce que c'est l'entrepreneuriat, de ce que c'est chercher à entreprendre, de ce que c'est chercher pour valoriser. Et ça, je pense qu'effectivement, ça donne, pas les clés, mais ça donne une certaine appétence peut-être pour les étudiants à aller dans cette direction. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à le rappeler, mais le SPCI, c'est quand même un lieu unique pour ça, qui va vraiment de la recherche ultra fondamentale jusqu'à la création d'entreprises et qu'on baigne dedans, en fait, quand on est étudiant, quand on est chercheur à l'ESPCI. Ça paraît comme une évidence, mais en fait, ça l'est pas. Il y a un service, il y a un service de valorisation aussi, que ce soit l'ESPCI ou à l'échelle de PSL, que je trouve est assez efficace quand même. Je ne vais pas taper sur ma propre maison. Donc de ce point de vue-là, quand même, c'est vrai qu'on était ultra aidé par la cellule PSL valorisation pour tout ce qui est aspect brevet, ce qui est l'aspect valorisation en général, et c'est ultra efficace. Et juste pour contrebalancer aussi, tout ça, c'est un tout. C'est que cet écosystème, il existe, il est très établi, il a parfois un peu de mal à évoluer, et il a parfois un peu de mal à se mettre au goût du jour des pratiques, notamment des investisseurs. Et donc, en fait, on a un effet aussi un peu de retard avec des gens qui sont très structurés dans ce qu'ils veulent, mais qui partent parfois d'exemples qui sont parfois un petit peu dépassés et qui, aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Vous voyez à quoi je fais référence, mais il y a des choses qui marchaient il y a 20 ans qui ne marchent plus aujourd'hui. Et ça, il faut aussi réussir à faire évoluer l'écosystème pour faire comprendre que les choses ont changé. Bonsoir. Donc, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et donc vous êtes lancé dans votre start-up à chacun. Et donc, j'imagine que vous avez un peu abandonné, on va dire dans un sens, ce côté recherche, ou vous en faites moins en tout cas. Et donc, comment vous pouvez assurer la fiabilité de votre technologie dans le temps, en particulier où d'autres startups vont se créer avec des nouvelles technologies. Comment vous pouvez assurer les gens de rester compétitifs dans le temps avec votre technologie? Non, je pense que le premier commentaire là-dessus, c'est que quand on a fait de la recherche académique, on part avec une certaine avance hein, quand même. Moi, honnêtement, ça fait 8 ans que j'ai quitté le labo et je me sens pas dépassé, ni par mes interlocuteurs, ni par les gens que je recrute qui sortent de thèse ou donc je pense qu'on part. Enfin, moi, j'ai l'impression que 15 ans de recherche académique, enfin thèse postdoc plus 10 ans CNRS, ça donne un background qui est vraiment solide. Après, oui, on est dans des peut-être un domaine qui évolue peut-être pas aussi vite que, je sais pas moi, la quantique ou l'AI, même, soyons fous. Donc ça, c'est peut-être un élément de réponse. Après, enfin, moi, je reste, même en étant président de la boîte, en allant voir les clients principaux, les investisseurs et tout, je reste hyper proche de mes équipes techniques. Et il faut quand même voir que quand j'étais chercheur, je galérais à avoir 2 thèses et un postdoc, ou alors il fallait que je respecte les mots-clés de l'Europe pour avoir un ERC, ce que j'ai jamais réussi à faire. Là, à l'heure actuelle, rien que sur mes sujets assez proches, j'ai 45 personnes qui bossent. Donc, ça permet quand même de se maintenir à peu près à jour, puisque ces 45 gars, ils sont jeunes, ils sont smart, ils lisent de la biblio, on les envoie en conf aussi, ils vont dans des grandes confs sur les sujets, ils ont droit à une conf par an, un peu comme un doctorant, pardon. Et donc, on arrive quand même à se tenir pas mal au courant, et moi, je dirais pas que je suis up-to-date par rapport à des gens qui sont restés dans la carrière académique, notamment parce qu'il y a plein de sujets dont je me fous éperdument, mais quand même on arrive à rester pas mal à jour. Hein. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. On part avec une certaine avance. Ensuite, on fait encore beaucoup de R&D. Il y a des startups qui publient,
des articles, et il y a des startups, comme enfin, nous c'est notre cas, où on a encore des liens avec des laboratoires très forts, voire des contrats de collaboration, etc. Alors évidemment, c'est très encadré, parce que ça peut être que sur certains aspects, évidemment on ne va pas tout publier, parce qu'il y a des choses qu'on va garder secrètes, etc. Mais il peut y avoir tout à fait cette activité mixte ou très proche de la recherche. La question est intéressante parce que tu dis comment vous faites pour rester compétitif. Mais être compétitif, c'est pas juste. Il suffit pas qu'une autre techno émerge dans un labo pour que nous on soit en retard, parce que nous on a pris de l'avance sur tous les autres aspects, les aspects marché, les aspects clients, les aspects proposition de valeur, etc. Et la compétitivité, c'est là en fait qu'elle, c'est pas juste sur la techno. Donc il y a ça aussi, c'est qu'on va avancer ces choses-là, et c'est nous qui allons acquérir au contraire de la compétitivité par rapport aux autres qui restent dans leur labo, si je peux dire. Mais avoir le lien avec le labo, c'est hyper fort, c'est hyper important, donc ça permet la transition. Oui, non, tout à fait. Effectivement, l'aspect deep tech, déjà, il y a cet aspect un peu slow science quand même, c'est issu souvent de 10, 15, 20 ans de recherche. Donc avant que ça soit obsolète, il va falloir un peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une technologie de rupture qui demain rend tes batteries obsolètes, là, je ne te le sais pas, mais effectivement, il y a beaucoup de recherche aussi sur ces sujets-là et on n'est pas à l'abri que demain il y ait une découverte. Mais c'est quand même issu de travaux, dizaines de gens qui ont bossé sur ces sujets avant, sur les épaules des géants, comme en tout cas. Donc l'obsolescence dans ces domaines-là, il faut leur attendre un petit peu. Je ne sais pas sur le monde des smartphones, par exemple, où là, effectivement, c'est obsolescent très très rapidement, dans les technologies-là. Donc, ouais, dans ce point de vue-là, je vous rejoins aussi. Pas grand-chose. Alors, dernière question, il faut répondre très rapidement, sinon je vais me faire engueuler par l'organisation. Est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cette heure passée avec vous? S'il y avait une chose que vous voudriez que les gens retiennent. Alors, je pense que le chercheur peut être entrepreneur. Je pense que c'était le thème de la soirée, donc il faut retenir ça. Et après, entrepreneur, c'est pas forcément le patron. Il y a plusieurs rôles, et je pense que c'est selon votre appétence, ce que vous aimez dans la vie, ce que vous aimez faire le jour le jour. Je pense que si la boîte est bien structurée, ton modèle il marche aussi. C'est-à-dire s'il y a des scientifiques impliqués à 100%, et donc je pense qu'il faut y aller. Oui, moi je pense que c'est très bien ce que tu as dit, effectivement, c'est pas du tout incompatible chercheur-entrepreneur, et si vous avez envie de vous lancer, je vous dirais, n'ayez pas peur. Merci beaucoup, merci à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse cette conversation autour d'un verre qui est fourni par le D4A.